Parce qu'en une journée, on ne peut célébrer toutes celles et tous ceux qui ont fait avancer les droits des femmes. Parce qu'en une journée, on ne peut pas gagner l'égalité dans le travail, à l'Assemblée, dans le couple. Parce qu'en une journée, on ne peut pas tout dire, tout dénoncer, de l'utilisation de l'image des femmes pour vendre des voitures aux violences sexistes et sexuelles. Retrouvez-nous tous les 3e vendredis du mois dans notre émission Il n'y a pas que le 8 mars et en podcast sur Radio B. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour Joël. Bonjour. Bonjour Michel. Bonjour. Et bonjour Natacha. Bonjour Elodie. Une émission de février qui vient poursuivre nos échanges de janvier. Eh bien oui, 28 femmes, 44 hommes, c'est la composition de la commission qui a travaillé, qui a proposé entre autres l'abolition du devoir conjugal, qui a été acceptée en première lecture à l'Assemblée le 28 janvier 2026, donc hier. 28 et 44, on n'est pas encore tout à fait à la parité, mais si cette proposition de loi a pu arriver dans l'hémicycle, c'est bien parce qu'il y a 153 associations spécialisées dans la prévention et dans l'accompagnement et la protection des femmes et des enfants victimes de violences qui travaillent sur le terrain depuis de nombreuses années et se font entendre, et que ces sujets arrivent jusqu'aux législateurs et législatrices. S'engager dans la vie de la cité, c'est l'affaire de tous et de toutes, chacune et chacun selon ses possibilités. Il n'y a pas que le 8 mars sur Radio B. Dans l'émission précédente, on faisait le point sur l'engagement des femmes en politique. L'idée, c'était d'aborder les élections municipales qui approchent et de se demander comment les femmes allaient s'investir dans celles-ci. Et ce, d'autant plus qu'une modification des règles incite aujourd'hui les maires des petites communes à intégrer la parité dans leur liste. Au fur et à mesure de l'émission, on s'est rendu compte que c'était pas si simple pour diverses raisons. Et on a rencontré des femmes maires. Alors aujourd'hui, nous rencontrons 2 femmes qui ont fait le pas. Elles se sont installées dans le fauteuil de ce qu'on appelle la première magistrate de la commune, Agnès Renouillat, maire de Saint-Jean-sur-Vesle, 1154 habitants. Un premier mandat comme conseillère, elle termine son 2e mandat de maire. Elle est aussi vice-présidente de la communauté de communes de la Vesle. Et puis aussi, on a rencontré Anne Turel, qui elle est à Toisset, 1626 habitants. Elle aussi, elle est entrée au conseil municipal comme conseillère. Après, elle a pris le temps d'élever sa fille. Et puis, elle a été élue lors des dernières municipales. Et qu'est-ce qui a motivé ces 2 femmes à prendre les responsabilités de maire ? Je crois que j'ai toujours eu un intérêt pour le collectif. Je me suis jamais imaginée conseillère municipale ou adjointe ou maire, je sais pas quoi. C'est vrai qu'avant, j'avais vécu dans des villes, Mâcon, Bourg-en-Bresse, Lyon. Pour moi, c'était pas... Enfin voilà, j'étais militante dans l'âme, mais pas, je me voyais pas sur des fonctions électives. Mais en même temps, quand on a le sens du collectif... quand on est arrivé dans cette commune, je suis rentrée dans des associations. Il y a eu cette opportunité, je redis, où un futur candidat recherchait des gens. Ça faisait 4 ans qu'on était sur la commune. Et j'ai dit oui parce que voilà, ça avait du sens et que j'avais pas imaginé cet investissement, mais pourquoi pas ? Alors, je pense pas qu'il s'agisse de motivation à proprement parler. Je pense qu'il s'agit de valeurs dont on est porteuse en l'occurrence, qui sont pour ce qui me concerne des valeurs de tolérance, de solidarité, de respect des différences. Et puis c'est une question aussi je pense sincèrement, de caractère. C'est-à-dire on porte en soi ou pas la volonté d'agir pour l'intérêt général et collectif. Et ça, il se trouve que tout mon parcours, à partir du moment où j'ai été en âge d'être consciente de mon orientation personnelle, tout mon parcours est basé sur l'implication au service des autres, globalement. Quand on est outillé au niveau du tempérament et du caractère pour faire face à tout ce qu'implique un mandat de maire, on y va. Alors une fois qu'on est sur place, comment ça se passe ? Être maire, ça demande des compétences techniques et puis aussi relationnelles pour travailler avec l'équipe élue, d'une part, et puis avec les habitants, et puis aussi avec les institutions. Alors on se forme sur le tas. Il y a une formation, c'est la pratique du collectif. C'est-à-dire que on se réunit tous les mois en conseil municipal. Donc on apprend à travailler ensemble. On apprend aussi à comprendre les sujets. Moi, je me souviens quand je suis rentrée au conseil municipal, alors les femmes
Dans l'imaginaire collectif, c'est un peu les affaires scolaires, les affaires sociales. Moi, j'avais demandé la voirie et les affaires agricoles. Autant dire que j'ai découvert, mais c'était pas du tout mes sujets de prédilection, des sujets que je connaissais. Et je m'étais dit que c'est comme ça que je connaîtrais la commune. Ça faisait quand même que 4 ans que j'étais là et qu'il fallait comprendre comment tout ça fonctionnait. Quelques années après, mes collègues m'avaient dit que quand j'étais arrivée dans le conseil municipal, j'étais pénible parce que je posais beaucoup de questions. Et c'est vrai que je pense que j'avais besoin de comprendre et que certains avaient déjà compris et que du coup j'étais un peu la petite dernière qui arrivait entre guillemets de la ville. Et oui, je posais beaucoup de questions, mais mes collègues aimaient pas ça parce que ça faisait durer les conseils municipaux très tard à leur goût. Il faut avoir un parcours qui nous a appris à nous blinder en quelque sorte, à nous protéger, parce que c'est de ça dont il est question, hein. C'est quand même très affectif. Dans un village comme Toissay qui compte 1700 habitants, tout le monde me connaît, certains m'ont vu grandir, on est beaucoup dans l'affectif, hein. Il faut savoir gérer l'affectif, il faut savoir gérer l'affect et ne pas se laisser toucher, atteindre par un certain nombre de choses qui peuvent être désagréables. Alors, j'ai de la chance, beaucoup de chance. J'ai été très peu prise à partie durant ce mandat. Alors voilà, on se forme sur le tas, c'est ce qu'elles disent, aussi bien au niveau relationnel pour se blinder qu'au niveau technique. Pensez-vous qu'une femme gère la commune différemment qu'un homme ? C'est ce que je leur ai demandé, que pouvez-vous en dire ? Oui, je suis convaincue qu'il y a une différence de gestion de commune selon qu'on a affaire à un maire homme ou une maire femme. Je pense qu'une maire femme a sans doute beaucoup plus une vision globale. Alors, je ne parle pas des travaux, hein, mais de sa population et de ce qu'il faut faire pour l'amélioration de la qualité de vie dans la commune. Et quand je dis l'amélioration de la qualité de vie, je ne parle pas des fleurs, hein, et je ne parle pas des bancs, je parle plutôt de la place de chacun en fonction de ses moyens et de ses revenus. Par exemple, on a ouvert le restaurant scolaire aux personnes âgées parce qu'on sait, on a senti que beaucoup d'entre elles sont isolées, hein, notamment les femmes âgées, veuves, sans compagnon. Faire en sorte qu'elles puissent s'exprimer, leur demander leur avis. On a un petit groupe de jeunes femmes de 30 à 40 ans à qui on demande beaucoup son avis sur un certain nombre de sujets. Et ce dont je me rends compte, c'est que les propositions qui me sont faites en qualité de maire par la population émanent des femmes. Les hommes, c'est très rare. Alors les hommes, ils vont penser à garer la voiture, par exemple, hein, c'est-à-dire il va manquer de place de stationnement. Les femmes, elles vont être sur quelque chose qui touche plus au vivre ensemble. Alors, il se trouve que moi, quand je suis devenue maire de la commune, mon prédécesseur était un militaire de carrière qui, en plus, a repris la gestion de la commune dans des circonstances un petit peu compliquées. Et c'est quelqu'un qui a été très ferme et très ferme, je ne sais pas comment dire autrement. Mais aussi de par la situation et je pense de par son expérience professionnelle. Et quand je me suis présentée après lui, j'avais un sentiment de me dire mais je saurais pas faire. Et en fait, je me suis aperçue qu'il y avait plusieurs manières de faire. Et alors je sais pas si c'est que la question homme-femme, mais je pense un petit peu. Et en tout cas, je pense que quand un citoyen vient se présenter à la mairie, j'ai quand même l'impression que la manière d'accueillir, la manière d'appréhender les situations est pas tout à fait la même. Mais c'est très subjectif et très intuitif comme ça. Moi, je sais mais bon, je ne veux pas jeter la pierre à mon prédécesseur, mais je sais qu'il avait beaucoup tendance à répondre aux interrogations des habitants par des lettres recommandées. Moi, c'est vrai qu'en général, je vais voir les gens. Alors, ça me prend plus de temps, c'est évident. Mais je trouve qu'on désamorce beaucoup de situations par la relation, par l'échange. Après, est-ce que c'est féminin, masculin ? Je ne sais pas.
Alors, une façon différente d'aborder les sujets, dit l'une, une approche différente, dit l'autre, c'est à peu près la même chose. Peut-être que les femmes ont l'habitude de gérer plusieurs choses en même temps, c'est peut-être dans notre façon de faire, elles ont une vision globale des sujets, peut-être. Le stationnement, par exemple, les infractions routières, et cela se décline sur tous les sujets, c'est ce qu'elles disent. Nous sommes ici alors avec des maires de petites communes, on le rappelle, elles sont au plus près des habitants, qu'ils les connaissent, qu'ils les croisent dans la rue. Anne Turel nous dit qu'elle travaille l'équivalent d'un mi-temps sur les tâches administratives aussi. Voilà, on a parlé de plein de choses. On a parlé ensuite de la parité rendue obligatoire dans toutes les communes. Arrive par obligation de parité des personnes qui ne seraient pas venues d'elles-mêmes. Une des deux mères nous dit, mais quand la parole de chacune est entendue, c'est un plus. Ben oui, quand on va chercher des gens dans la rue et qu'on ne connaissait pas avant, ça donne de la diversité. À l'extrême, je me demande si ça ne serait pas bien que chacun soit obligé d'être élu, peut-être pas 6 ans. Mais en tout cas, moi j'ai eu une expérience sur ce mandat où on avait un projet par rapport à la mairie, on ne savait pas ce qu'on faisait sur le plan bâtimentaire, et on a fait appel aux habitants de la commune. Il y a un groupe de 15 personnes qui s'est formé, qui s'est réuni régulièrement, et je pense que les gens sont tout à fait... pour peu que le sujet les intéresse un minimum, sont tout à fait prêts. Il y avait des femmes comme il y avait des hommes. Et voilà. Et voilà. Et pour terminer, alors en attendant de savoir si ces femmes seront reconduites aux prochaines élections municipales, si leur façon de travailler avec les autres, si ça a été apprécié, et voici ce qu'elles en disent. Tous les dimanches, depuis 2020, j'envoie ce que j'appelle la lettre d'information hebdomadaire à un mailing de 400 foyers toisséens, qui est le compte-rendu de ce qu'on a fait, nous les élus, pendant la semaine écoulée. Donc à tous les niveaux, on a pu échouer, je le dis, on a pu arriver à avoir une subvention, je le dis, enfin c'est vraiment la transparence. Si j'avais le pouvoir de dire à ceux qui nous dirigent, vous vous y prenez mal, c'est pas comme ça qu'il faut s'y prendre, redescendez les barreaux de l'échelle, venez voir, venez bosser avec moi. 1 mois, 1 semaine, 15 jours. Et vous verrez ce que c'est que d'avoir des enfants en France, de les éduquer, de faire en sorte qu'ils deviennent des citoyens de demain impliqués et ayant envie d'agir. Je le ferais, enfin si j'avais une baguette magique, c'est ce que je ferais. Revenez voir un petit peu en bas ce qui se passe, de façon que vous puissiez mieux agir quand vous serez remonté. En tout cas, moi, je suis très émue d'avoir été la première femme maire dans cette commune. Saint-Jean-sur-Vesle, c'est 1200 habitants. Je redis, moi, quand je suis rentrée au conseil municipal, ça faisait 4 ans que j'habitais ici. J'ai l'impression d'avoir été... Enfin, les habitants m'ont adopté, ou j'ai adopté les habitants, je ne sais pas comment il faut le dire. Mais c'est vrai que d'avoir été acceptée de cette manière-là par la population, c'est hyper émouvant. C'est une belle rencontre, en tout cas, pour moi. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est d'être facilitatrice à plein d'échelles. Je ne peux pas citer, c'est trop vaste comme... Et je trouve aussi qu'aujourd'hui, ça a beaucoup de sens d'être dans une position qui demande à réfléchir la vie en commun. Parce qu'on est quand même dans une société où chacun se regarde le nombril ou se regarde son système de télésurveillance ou je sais pas quoi, ses caméras. Et que d'être impliqué en tant qu'élu, ça demande de penser global, même à l'échelle d'une commune de 1200 habitants. Et je trouve l'exercice hyper intéressant et formateur. Et franchement, je regrette tellement pas que je me représente pour un 3e mandat. Parce que ouais, j'aime ce que je fais et j'aime le travail qu'on fait en équipe et l'investissement de l'équipe. Et je trouve que c'est chouette. Et je me dis que tant qu'il y aura des équipes comme celle-là, ben peut-être qu'on repoussera un peu le vent mauvais. Alors, avec une baguette magique, on peut tout faire. Aux
cinéma, dans la salle bondée, au théâtre ou dans le train, il n'y a qu'un accoudoir pour poser le bras, vous le savez bien. Un accoudoir pour 2 coudes, voyez comment commence la guerre. Êtes-vous de ceux qui renoncent d'emblée, ceux qui se taisent et se terrent? Ou bien êtes-vous de ces vainqueurs nés qui ne se posent pas de questions, écartent les genoux, font dépasser leurs pieds, plantent l'avant-bras sans façon? Êtes-vous de ceux qui ne prennent pas de place ou de ceux qui en prennent trop? De ceux qui tranquillement s'effacent ou de ceux qui s'imposent au centre du tableau? Moi monsieur, voyez-vous, je suis du genre qui se recroqueville. Je croise bien les jambes et je reste poli comme on l'apprend aux jeunes filles. La perspective d'un affrontement même cordial me déplaît. Accoudez-vous franchement et ronflez tant qu'on y est. Mais monsieur, s'il vous plaît, regardez seulement le bras qui à regret vous cède l'emplacement. Oh, le vieux monde est lent à quitter sa carcasse. Ça fait combien de temps, monsieur, qu'on laisse la place? Hey, la 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 la. Et si en soupirant on laisse deviner que l'on a quelques soucis, quelqu'un assurément viendra nous expliquer ce qu'il faut savoir de la vie. Expliquer, et voilà comment commencent les tirades. Êtes-vous de ceux qui se laissent clouer par des paroles en cascade? Ou bien êtes-vous de ces causeurs nés qui aiment donner des conseils pour aider leurs prochains à être heureux, comblés, épanouis jusqu'aux orteils? Êtes-vous de ceux qui écoutent en silence ou de ceux qui les assomment? Ceux qui savent tout surtout et ignorent l'ignorance, ceux qui affirment et sermonnent? Moi monsieur, voyez-vous, je suis du genre qui ne bronche pas. Sur mes plumes de canard glisse votre débit quand il veut penser pour moi. Vous qui semblez savoir ce qu'il faut faire, comment, plutôt comme ci ou comme ça. Conseillez-moi franchement si vous comprenez tout mieux que moi. Mais monsieur, s'il vous plaît, regardez seulement la bouche qui se tait, le feu derrière les dents. Le nouveau monde est lent à construire ses routes. Ça fait combien de temps, monsieur, qu'on vous écoute? Hey, la 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 la. La 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 la. Ça fait combien de temps, monsieur, qu'on vous écoute? Ça fait combien de siècles qu'on vacille et qu'on doute? Ça fait combien de temps, monsieur, qu'on laisse la place? Ça fait combien de siècles que nos désirs s'effacent? Hey la 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 la. C'est l'histoire d'un coup de poli qui voudrait bien se poser. C'est l'histoire d'un corps soumis qui ne veut pas se faire remarquer. C'est l'histoire d'une oreille attentive qui aimerait aussi parler. C'est l'histoire d'une voix chétive qui ne demande qu'à crier. Ça fait combien de temps? 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 Et pour rester sur le monde politique, Michel, toi, tu as trouvé des données statistiques. Oui, le militantisme au sein des partis est de plus en plus féminisé, mais l'accès au sommet reste verrouillé par des mécanismes informels. Les militantes représentent environ 40 à 50% des adhérents selon les partis. C'est plus élevé à gauche et chez les écologistes. Elles sont le moteur du travail de terrain pour le porte-à-porte, les tractages. Mais les dirigeantes, si des figures de premier plan émergent, les postes de secrétaires généraux ou de présidents des partis restent majoritairement masculins. Les partis préfèrent souvent payer des amendes plutôt que d'investir 50% de candidats dans des circonscriptions gagnables. Et sur la répartition des portefeuilles, ça reste à nouveau très genré. Oui, les secteurs dits féminins. Les femmes sont surreprésentées dans le social, l'éducation, la famille, la culture et l'environnement. Ces postes sont souvent perçus comme moins prestigieux et dotés de moins de budget. Les secteurs dits masculins, le régalien, la défense, l'intérieur, les finances, les affaires étrangères, restent des bastions masculins. Pour les tâches subalternes, en politique locale en général, les adjointes se voient souvent confier l'organisation d'événements ou la petite enfance, tandis que l'urbanisme et les finances reviennent aux hommes, même si c'est un peu moins vrai aujourd'hui. C'est ce que nous a expliqué Anne Turel. Alors au-delà du monde politique, il y a aussi la société civile, notre quotidien, nos combats de tous les jours. Alors l'engagement des femmes dans la société civile est massif, mais il présente des caractéristiques spécifiques. En 2026, la parité est presque atteinte en termes de participation globale, mais il reste des disparités dans l'accès aux responsabilités. Les femmes représentent environ 50% des bénévoles en France.
Elles sont particulièrement présentes, comme on l'a déjà dit, dans les secteurs de la solidarité, de l'éducation, de la santé, de l'action sociale. Il y a de plus en plus de femmes qui créent des structures, en particulier dans l'économie sociale et solidaire, pour répondre à des besoins sociétaux, écologie, insertion, économie circulaire. L'engagement féminin se concentre souvent sur des thématiques de progrès social, lutte contre les violences, hébergement d'urgence, écoute, plaidoyer législatif, éducation et transmission, avec des mentorats de jeunes filles, sensibilisation aux stéréotypes de genre dès l'école, par exemple. On constate qu'au niveau international, on tend aussi vers ces représentations des femmes. Oui, dans les organisations internationales comme l'OMS ou l'OIT, les droits des femmes sont au cœur des politiques de développement. Cependant, malgré une forte présence sur le terrain, l'engagement des femmes rencontre toujours des freins persistants. D'abord, la disponibilité, en raison de la répartition inégale des tâches domestiques. Les femmes disposent souvent de moins de temps libre pour s'investir durablement ou pour des mandats longs. L'accès à la gouvernance aussi, si elles sont nombreuses à être bénévoles, elles restent minoritaires, comme on a vu au poste de présidence et de direction des grandes organisations. L'autocensure, un sentiment d'illégitimité ou un manque de modèle féminin dans les instances de pouvoir peut freiner la prise de responsabilité. Oui, au fur et à mesure de notre avancée là, dans le travail autour de cette émission, on s'est dit que peut-être que dans ce contexte de retour en arrière sur les questions féministes, il y a aussi d'autres façons d'imaginer nos actions et nos révoltes. D'ailleurs, Ludivine Bantini, qu'on avait entendu dans l'épisode précédent, qui est historienne et autrice de l'essai « Nous ne sommes rien, soyons toutes », nous avait partagé cette note optimiste. Et je pense que c'est là qu'il ne faut pas trop être désespéré face à ça. Bon, c'est vrai que c'est affreux, que le masculinisme, tout le mouvement incel, enfin cette revendication très violente et assumée comme violente d'un patriarcat qu'il faudrait instaurer, réinstaurer, etc. C'est souvent lié à un suprémacisme, d'ailleurs, un suprémacisme blanc. Enfin, tout ça est très mêlé. Donc ça peut nous sembler absolument effrayant, terrorisant. Et c'est le cas, c'est le but d'ailleurs. De nous terroriser, de nous faire taire, de nous intimider. Mais en réalité, on peut se consoler avec le fait que c'est pas nouveau et que en réalité, avant, c'était pire. Enfin, c'est-à-dire que là, je pense qu'en fait, il y a eu une véritable révolution anthropologique grâce aux luttes de femmes, grâce aux luttes féministes. C'est énorme, en fait. On n'en a pas forcément conscience parce qu'on sait qu'il y a encore beaucoup de choses à faire et que les oppressions spécifiques et que le patriarcat et que les violences sexistes et sexuelles et que les féminicides se poursuivent malheureusement de manière tragique. Mais rien que le fait de pouvoir les nommer, de pouvoir en parler, c'est gigantesque. Et donc, MeToo, oui, bien sûr, mais avant MeToo même, enfin voilà, il y avait eu des luttes incroyables. Par exemple, l'instauration de marches nocturnes, se réapproprier, c'était à partir des années 80, se réapproprier l'espace public, la nuit, avec souvent des manifestations en non-mixité choisie. Donc, tout n'a pas commencé avec MeToo de ce point de vue. La reconnaissance du viol, la reconnaissance du viol conjugal, c'était énorme. Il faut vraiment se dire encore, j'ai encore entendu il n'y a pas très longtemps une interview menée près d'un haut magistrat français dans les années 70, à la fin des années 70. Il parlait de viols, en particulier de femmes qui faisaient de l'autostop. Et en fait, il justifiait ces viols. Voilà, c'était vraiment le retournement accusatoire. Non, mais elles doivent pas. À partir du moment où elles font de l'autostop, elles provoquent. Bon, ça serait juste impossible aujourd'hui, me semble-t-il. Donc, on a gagné énormément. Voilà, donc du coup, c'est pas qu'il y ait des reculs. Je pense que c'est vraiment évidemment quelque chose, on va dire dialectique avec un gros mot. C'est forcément inclus dans les luttes qu'il y ait de la Enfin, voilà, de l'opposition. C'est comme dans les mouvements révolutionnaires, ça s'accompagne toujours forcément de processus contre-révolutionnaires parce que ceux qui ont vraiment intérêt à ne pas perdre leur domination se battent. Donc, mais je crois qu'il faut vraiment pas trop se sentir écrasé par cette dimension parce qu'elle est structurelle, mais surtout on a beaucoup, beaucoup gagné, on a beaucoup combattu. Et quand je pense à toutes ces femmes que j'évoque dans le livre, voilà, d'il y a 100 ans, d'il y a 80 ans, d'il y a 10 ans ou d'il y a 150 ans, eh bien, je me dis, elle serait fascinée. Elle serait tellement heureuse de voir où on en est arrivé. Et souvent, d'ailleurs, elle se disait,
En fait, même si je termine le livre avec une militante féministe sénégalaise, Awa Thiam, qui avait écrit un livre à la fin des années 70 qui s'appelle La parole aux négresses, qui justement voulait aussi interpeller, y compris dans une formule assez provocatrice, on l'a dit tout à l'heure, retournement du stigmate, en fait, pour dire, en fait, voilà, moi, je lutte, on lutte, parfois on gagne, parfois on recule, ou on a l'impression... Voilà, mais on le fait parce que si on n'y arrive pas nous, on va transmettre et voilà, ça sera pour les suivantes. Et elles se sont dit beaucoup, j'en ai trouvé d'autres comme ça, dans les années 1830 qui se disaient ça. Donc c'est la boussole, voilà. Donc en fait on lutte parce que fait ce que doit, quoi. Donc on fait ce qu'on a à faire et on se laisse pas écraser justement parce que c'est ça le système qui voudrait nous assigner à la résignation. Vous voyez, ça sert à rien, il y a toujours du backlash, etc. Mais en fait, non, c'est gigantesquissime ce qu'on a gagné. Donc oui, il faut continuer. Ok. Alors, on résiste, on lutte, mais du coup, comment on fait ? Comme je le disais, pour commencer, c'est vrai que tout ce qu'on appelle aujourd'hui l'intersectionnalité, voilà, en tout cas, le fait qu'on a conscience que quand on mène une lutte, elle est forcément raccrochée à d'autres luttes, qu'on ne peut pas être féministe tout en étant raciste. Il y a des groupes d'extrême droite qui se disent féministes, on les connaît malheureusement, mais qui en réalité ne se servent de leur supposé féminisme que pour appliquer leur racialisme, leur racisme systémique. Donc, aller toujours chercher les mêmes hommes, supposément toujours coupables des violences sexistes et sexuelles ou des féminicides. Donc, en fait, je pense que l'élément de continuité, il est là dans cet aspect de toujours écouter les premières concernées. Je crois qu'il y a eu vraiment cette dimension-là dans tout le mouvement de ces luttes de femmes. C'est considérer qu'on ne parle pas à la place d'autres femmes et on se bat pour une véritable égalité, pour l'émancipation. Et donc on est forcément attentive à d'autres formes d'oppression et notamment parce que ces oppressions, parfois on peut soi-même éventuellement les reproduire. Alors, prendre conscience des oppressions racistes, validistes, sociales, ça permet justement de réfléchir à des luttes et des stratégies différentes. Et oui, et on l'a entendu, Ludivine Bantini évoque le concept d'intersectionnalité, alors qui est peut-être pas toujours très connu, très clair. De quoi on parle quand on parle d'intersectionnalité ? Qu'est-ce que ça signifie concrètement d'être féministe, intersectionnelle ? Et en quoi cette approche invite à lutter autrement, à penser des luttes et des stratégies différentes, tu le disais, Elodie. Alors pour la sociologue Sarah Mazouz, qui a écrit avec Éléonore Lépinard un petit livre intitulé « Pour l'intersectionnalité », l'intersectionnalité, c'est à la fois un concept, une démarche de recherche et un projet politique. Le terme est créé en 1989 par la juriste féministe afro-américaine Kimberlé Crenshaw pour au départ dénoncer le fait que les politiques publiques vont avoir tendance à oublier les personnes qui sont à l'intersection de plusieurs types d'oppression. Par exemple, l'État va imaginer des mesures pour améliorer la condition des femmes d'un côté, puis l'État peut mettre en place d'un autre côté des mesures pour les personnes qui subissent des discriminations racistes, mais pas ou jamais des mesures spécifiques pour, par exemple, les femmes noires qui vivraient des discriminations particulières, à la fois en tant que femmes et à la fois en tant que personnes noires. Le concept permet ainsi de mettre en lumière la situation des personnes qui subissent simultanément plusieurs formes de domination et de discrimination qui s'entrecroisent, se recoupent et se renforcent mutuellement. Par exemple, des discriminations, des oppressions liées au genre, à la classe sociale, à l'origine, à la couleur de peau, au handicap, à l'âge, à l'orientation sexuelle ou encore au lieu de vie, à la religion, etc. etc. Donc c'est donc un outil qui va aider à dévoiler des dominations qui auront tendance sinon à être un peu occultées, à être un peu cachées, invisibles. Il permet de mieux comprendre et de mieux combattre ainsi les inégalités. Et pour toutes ces raisons, l'approche intersectionnelle amène à lutter autrement parce qu'elle invite en fait, on l'entendait à travers l'interview de Ludivine Bantini, à travailler les rapports de pouvoir, y compris au sein des collectifs féministes, et à construire des mouvements qui rendent justice à toutes les femmes et à toutes les filles. Et en parallèle, Ludivine Bantini insiste sur une façon de militer. Moi, je crois beaucoup en l'idée d'auto-organisation, voilà, d'autonomie. Voilà. L'auto-organisation, c'est ce que toutes ces femmes ont toujours réussi à faire. En ne s'en laissant pas compter, en ne s'en remettant pas
justement à des figures dominatrices, et notamment à des hommes. Donc vraiment être très soucieuse de garder cette autonomie sur les mobilisations, d'articuler comme ça du coup les échelles de lutte, parce que voilà, créer des collectifs au niveau local et puis se fédérer. Moi, je crois beaucoup à cette idée de se fédérer. Les hommes et les femmes de la Commune de Paris, par exemple, c'est le mot qu'ils aimaient ou qu'elles aimaient, c'était voilà, fédérer. Donc, y compris par-delà les divergences, essayer de lutter contre les sectarismes, les querelles de chapelle. Donc, être à la fois au plus près possible de nos existences, de la manière dont on vit, dont on travaille, par des collectifs à une échelle réduite, et puis la fédération de ces collectifs. Donc c'est entremêler l'auto-organisation et la fédération, ça j'y crois beaucoup. Et donc ça permet aussi d'être à la fois dans le local et dans l'internationalisme, dans les solidarités en effet très internationales, et d'apprendre beaucoup. Je crois qu'on apprend énormément, on parlait du Sud global tout à l'heure, on apprend aussi énormément de luttes qui viennent d'ailleurs en général, et du Sud en particulier. Les femmes mexicaines, les femmes argentines, le féminisme chicanas, qui a apporté beaucoup, notamment par exemple sur l'écoféminisme. Ni les femmes, ni la terre ne sont des territoires de conquête. Moi, j'ai vu des gilets jaunes, dans le soulèvement populaire des gilets jaunes, qui avaient repris cette formule qui vient quand même du féminisme chicanas. Donc vraiment, préserver le vivant, lutter contre l'extractivisme, le productivisme, en fait le capitalisme lui-même patriarcal, masculiniste. C'est à la fois féministe et soucieux du vivant, de l'environnement. Et c'est pas non plus dire les femmes sont du côté de la nature. C'est beaucoup plus complexe que ça. Donc les femmes protègent la nature parce qu'elles sont du côté de la nature. C'est vraiment pas ça. C'est aussi en Inde, ça a été énorme. D'abord le mouvement Chipko, des femmes qui voulaient préserver justement les arbres contre la déforestation. Mais elles le faisaient aussi à titre féministe. Et contre le productivisme, notamment agricole. Et donc ça, on le retrouve vraiment dans de très nombreux pays. La grève féministe aussi, qui s'est beaucoup développée, notamment en Argentine. Donc grève du travail productif et reproductif. Je crois que voilà, on a beaucoup à puiser dans ces stratégies, par exemple, voilà, pour aller dans le sens de votre question sur comment on peut lutter. Cette question de la grève de femmes, ça me paraît être un enjeu stratégique très, 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 très fort. Alors Joël, tout ce que raconte Ludivine Bantini t'a fait penser à une autre personne, c'est Corinne Morel-Darleux. Ben oui, Corinne Morel-Darleux, c'est une femme justement qui s'est engagée en politique pour faire évoluer les choses. Tout d'abord, elle a été dans un parti, donc le PS, et puis après le parti de gauche. Et puis, elle va un peu plus loin, elle se présente et elle est élue comme conseillère régionale Rhône-Alpes et puis après Auvergne-Rhône-Alpes de 2010 à 2021. Elle a effectué donc 2 mandats et elle a siégé dans les commissions justement tout ce qui était autour de l'écologie, agriculture, développement rural, montagne, voilà. Et c'est une fille qui a toujours été militante, donc elle a toujours été proche de ce que disait justement Ludivine Bantini. Depuis 2018, elle critique le rétrécissement de ce qu'elle appelle la pensée politique, la place des effets de la communication qui ça prend beaucoup de place au détriment des actions. Elle quitte la politique institutionnelle pour continuer son travail politique, toujours, dans les différents collectifs sur le terrain pour faire évoluer concrètement les choses. Elle a écrit un livre plutôt coulé en beauté que flotté sans grâce, dont on a peut-être entendu parler, qui est édité chez Libertalia en 2019. Et là, elle écrit « Après des années à rechercher à forcer l'unité politique en vain, à s'acharner à convaincre tout le monde de rentrer dans la même case, à confondre rapport de force et culture du nombre, à essayer de s'imposer d'un groupe à l'autre, les mêmes mots d'ordre et modes d'action, nous avons oublié que chacun peut être à son poste tout en contribuant à un plan plus large. Ce dont nous avons besoin n'est pas de former un continent, mais d'archipéliser les îlots de résistance. » Elle développe son point de vue, entre autres, dans un magazine écologiste qui s'appelle Reporter, qui est le premier magazine en ligne sur l'écologie. Et là, du coup, on l'écoute dans un extrait de l'émission que j'avais entendue, La Terre au carré, de Mathieu Vidard sur France Inter. J'ai quitté la politique pour plusieurs raisons. D'abord parce que je crois qu'au bout d'un moment, on perd un peu cette espèce de feu sacré qu'on a quand on s'engage. Parce que la politique institutionnelle, c'est aussi un jeu de rôle qui est très théâtralisé. Et que au bout de 10 ans, à en fréquenter les coulisses, on commence à moins y croire.
d'une part, et puis d'autre part aussi parce que le timing de la politique institutionnelle, des élections, me semblait de plus en plus décalé par rapport au sentiment d'urgence et de gravité qui m'habitait, notamment par rapport à la question justement de la crise environnementale, climatique, de la biodiversité, et que je pouvais plus me contenter d'attendre qu'on ait conquis le pouvoir pour être dans l'action. Moi, ça fait maintenant 17 ans que je suis militante et donc j'ai vu l'arrivée du numérique, des réseaux sociaux et la manière dont tout ça est venu parasiter et faire dévisser même le niveau du débat politique et la manière surtout dont insidieusement la communication politique a pris le pas sur l'action politique. Et donc, je trouve que des réseaux qui ne misent pas tout sur la communication gagnent un temps très précieux pour agir, tout simplement. Je vais prendre un exemple que j'aime bien, je le trouve très parlant. Une anecdote qui m'a été rapportée dans les quartiers nord de Marseille, de riverains qui étaient excédés parce que les voitures passaient à toute vitesse devant une école élémentaire, qui avaient demandé des ralentisseurs qu'ils n'obtenaient pas et qui ont fini par s'organiser collectivement pour prendre des grands pots de peinture et pour peindre des zébras au sol. Bon, voilà un exemple d'action performative. Et il y a en réalité beaucoup de choses aujourd'hui qu'on a déléguées à l'État, aux institutions, qu'on pourrait tout à fait se réapproprier de manière collective en s'auto-organisant au niveau d'un quartier, au niveau d'une commune, au niveau d'un immeuble. Et c'est d'ailleurs ce qui se fait, il me semble, de plus en plus. Oui, alors évidemment, ce n'est pas une révolution de société, mais c'est une prise, prise en main des gens dans leur quartier. C'est très inspirant, moi, je trouve. Vous voyez, c'est des choses, et ça me fait penser à Fatima Ouassak, dont on avait parlé, et qui parlait, qui était aussi sur cette... Qui a monté un syndicat de maires en banlieue parisienne. Voilà, et on retrouve les mêmes élans. Bon, alors vous pouvez la retrouver également sur son blog, qui s'appelle « Revoir les Lucioles ». Voilà. On vous invite donc à poursuivre les recherches, la documentation à ce sujet pour mieux composer cette organisation des luttes. Et puis, on vous donne 2-3 recommandations. Natacha, une première recommandation. Oui, parce que alors moi, quand on a parlé du sujet de faire politique autrement, sortir des jeux de rôle théâtralisés, disait Corinne Morel-Darleux, d'auto-organisation, etc. Moi, ça m'a fait penser à la poétesse, à la militante lesbienne et féministe noire américaine Audre Lorde et à sa phrase célèbre, devenue presque un slogan « On ne détruit pas la maison du maître avec les outils du maître ». Cette phrase, elle est tirée de son ouvrage « Sister Outsider », paru en 1984, dont voici un court extrait. En tant que femmes, on nous a éduqués soit à ignorer nos différences, soit à les considérer comme des motifs de division et de méfiance plutôt que comme des forces de changement. Sans communauté, il n'existe pas de libération, mais seulement un armistice des plus fragiles et précaires entre un individu femme et son oppression. Mais communauté ne veut pas dire abandonner nos différences, ni prétendre lamentablement que ces différences n'existent pas. Celles d'entre nous qui sommes en dehors du cercle des femmes dites acceptables, telles que cette société les définit, celles d'entre nous qui ont été forgées dans les flammes de la différence, celles d'entre nous qui sont pauvres, qui sont lesbiennes, qui sont noires, qui sont âgées, savent que la survie n'est pas une aptitude universitaire. Il s'agit d'apprendre à rester debout toute seule, haïe et parfois insultée, apprendre à faire cause commune avec toutes les personnes manifestement en dehors du système, afin d'imaginer et de construire un monde dans lequel nous pourrions toutes nous épanouir. Il s'agit d'apprendre à accepter les différences et à les muer en force. Car les outils du maître ne détruiront jamais la maison du maître. Ils peuvent peut-être nous donner la possibilité momentanément de le battre à son propre jeu, mais jamais ils ne nous permettront de provoquer un véritable changement. Donc c'était Audre Lorde dans Sister Outsider. Qu'on retrouve peut-être dans les médiathèques. On n'a pas vérifié. Allez chercher dans les médiathèques de Bourg-en-Bresse. Et puis aussi une actu, un film que vous avez vu là tout récemment, Joëlle et Natacha. Et oui, nous étions lundi 2 février au cinéma L'Amphi à Bourg pour l'avant-première du film La Maison des Femmes, en présence de la réalisatrice et de la productrice du film. Il y avait également dans la salle les professionnels de la Maison des Femmes Chrysalide de l'hôpital de Fléria à Bourg. Alors le film, il s'inspire de l'histoire de la gynécologie
gynécologue féministe Ghada Hatem et de la structure, la Maison des Femmes, qu'elle a fondée au centre hospitalier de Saint-Denis. Et puis ensuite, des maisons des femmes, il y en a eu un peu partout en France. J'ai regardé, là, il y en aurait une trentaine actuellement. Oui, c'est ça. Et donc, ces maisons des femmes sont des lieux d'accompagnement dédiés aux femmes qui vivent ou ont vécu des violences sexistes et sexuelles et qui s'appuient sur des prises en charge pluridisciplinaires. Et donc, le film va donner à voir des femmes et quelques hommes en soutien qui s'engagent concrètement contre vents et marées avec une énergie incroyable pour faire vivre un lieu de soins, d'accueil, de repos et de reconstruction pour des femmes victimes de violences. Il sort en salle le 4 mars 2026. On vous le conseille. Ça t'a fait penser à autre chose, Joël? Oui, alors moi, ça m'a fait penser à une grande aventure qui était... c'est l'aventure du MLAC. C'était suite à cette projection. Alors, le MLAC, c'est une association, le Mouvement pour la liberté de l'avortement et de la contraception, qui avait été créé en 1973 dans le but de légaliser l'interruption volontaire de grossesse en France. Alors, c'est une association qui regroupait des militants, hommes et femmes, du planning familial, du mouvement de la libération des femmes, du groupe Information Santé. Alors, il y avait quand même plus de femmes que d'hommes, quand même. Le mouvement a été dissous en février 1975, après le vote de la loi Veil, qui autorisait l'IVG. Et parce que l'objectif du mouvement avait été atteint. À noter que le bureau de cette association était composé d'une présidente, Monique Antoine, proche du MLF, de 2 vice-présidentes, Simone If, et d'un trésorier, Robert Spirglas, d'une secrétaire générale, Claudine Béchet. Vous avez peut-être vu le film il y a quelques années qui s'appelle Annie Colère, qui est réalisé par Blandine Lenoir, qui était sorti en 2022 et qui nous plonge dans l'ambiance du film, de l'époque. Eh bien, merci à vous pour ces références. Les outils sont à portée de main. On se retrousse les manches, on n'oublie pas d'aller voter et de penser surtout à l'à côté. Soyez attentifs car en mars, on célèbre nos droits et on continue de militer avec 2 émissions YAPAC le 8 mars. On sera en direct du collège du Val-Romet d'Artemare le vendredi 6 mars à 15h pour une émission spéciale créée entièrement par des élèves de 5e. Et on rappelle, on avait déjà parlé,